Bien, merci beaucoup. Je vous propose de passer au texte suivant, qui est la proposition de résolution du Parti socialiste présentée, du groupe socialiste, présentée par Elisabeth Guigou. Bonjour Elisabeth. La parole est à vous. Alors, c'est une proposition de résolution du groupe socialiste que je présente donc avec Christophe Caresche et Jean-Marc Ayrault et qui est relative à la relance européenne et au renforcement du contrôle démocratique. Alors, pourquoi est-ce que nous avons estimé utile cette proposition de résolution ? Pourquoi est-ce que nous avons estimé utile de vous présenter une proposition de résolution ? C'est parce que nous avons 3 projets de traité qui vont être soumis à notre ratification et dont la négociation s'est déroulée jusqu'à présent sans que les parlements nationaux aient été consultés et associés, alors qu'ils touchent à leurs compétences budgétaires et évidemment qui est un aspect essentiel de leurs compétences. Alors nous avons, je le rappelle, 3 traités qui ont été rédigés en parallèle. D'abord, l'article 136 du traité actuel a été révisé pour pouvoir permettre qu'on adopte à 17 États membres le mécanisme européen de stabilité, dont je vais parler dans un instant. Cet article 136 du traité est justement l'article qui permet à certains États membres seulement, c'est-à-dire les États membres de la zone euro, d'adopter entre eux des dispositions particulières, d'ailleurs qui leur réservent le vote, mais sans se situer en dehors des mécanismes communautaires. Donc il y a une révision de l'article 136 qui prévoit que les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme européen de stabilité. Le deuxième projet de traité, c'est justement le projet de traité sur le mécanisme européen de stabilité sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et enfin, le troisième projet de traité, c'est un traité intergouvernemental, celui-ci, dit de stabilité, de coordination et de gouvernance. Et donc nous avons ces trois projets qui sont présentés comme étant la solution durable de la grave crise financière, économique, politique et sociale que traverse l'Union européenne. Alors, je vais évoquer le contenu de ces 3 textes brièvement, évidemment, mais je voudrais d'abord souligner que leur processus de ratification soulèvera des problèmes juridiques et politiques importants qui vont entretenir le climat d'incertitude et de méfiance des marchés financiers pendant tout le temps que vont durer ces ratifications. Pourquoi ? Parce que l'article 136 du traité européen ne peut être révisé qu'à l'unanimité des 27 États membres de l'Union, y compris donc le Royaume-Uni. Que le traité intergouvernemental sur la discipline budgétaire devra être ratifié seulement par les États membres qui l'ont signé, c'est-à-dire par 25 États membres sur 27. Et que le traité instituant le mécanisme européen de stabilité sera l'œuvre de 17 États seulement, les États membres de la zone euro, sauf si, évidemment, d'ici là, on intègre d'autres États membres. Alors, je vais en venir maintenant au contenu, brièvement, de ces traités. D'abord, le traité intergouvernemental, je parlais de l'article 136, donc je n'y reviens pas. Le traité intergouvernemental
notre sentiment est qu'il n'était pas indispensable pour pouvoir renforcer la coordination indispensable, coordination budgétaire. Que par ailleurs, il ne répond pas à l'urgence, il va prendre beaucoup de temps pour être ratifié, plusieurs mois, et que l'urgence, évidemment, était ailleurs. Elle était justement dans des mécanismes de réponse au marché. Je souligne d'ailleurs que dans une résolution du 18 janvier 2012, le Parlement européen a fait expressément part, je cite, de ses doutes quant à la nécessité d'un tel accord intergouvernemental dont la plupart des objectifs essentiels peuvent être atteints de manière plus efficace grâce à des mesures prises en vertu du droit de l'Union. Le Parlement européen a précisé son propos dans sa résolution du 2 février 2012 en affirmant que, je cite, « pratiquement tous les éléments du nouveau traité peuvent être réalisés et dans une large mesure ont déjà été réalisés au sein du cadre juridique en vigueur de l'Union et par l'intermédiaire du droit dérivé, sauf pour la règle d'or, le vote à la majorité qualifiée inversée et l'intervention de la Cour de justice européenne. » Nous considérons donc que l'urgence n'était pas à donner une force juridique supérieure ou un caractère plus contraignant à des règles qui, pour la plupart, existent déjà. Ma deuxième remarque, j'ajoute que ces résolutions du Parlement européen ont été votées à une écrasante majorité, évidemment transversale, des groupes politiques. Le traité intergouvernemental, par ailleurs, est profondément déséquilibré, puisque aucun développement n'est consacré à la croissance, si l'on accepte deux rares mentions aux articles 3 et 9. Et évidemment, la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 30 janvier 2012 n'a pas la même valeur juridique, puisque ça n'est qu'une déclaration, et d'ailleurs n'apporte aucune nouvelle mesure décisive. Elle renvoie au gouvernement des États membres, vous avez le texte, la responsabilité d'appliquer les recommandations qu'elle énonce, et l'harmonisation fiscale et sociale à 27 reste toujours un vœu pieux. Enfin, troisième élément, à nos yeux le plus important pour notre Assemblée, c'est que le traité intergouvernemental est entaché d'un profond déficit démocratique, non seulement parce qu'il est élaboré hors de la procédure communautaire traditionnelle de révision des traités, qui implique les institutions européennes et les parlements nationaux, mais aussi parce qu'il n'a réservé aux parlements nationaux qu'un rôle très insuffisant au regard des compétences budgétaires qui sont désormais, avec ce traité, qui seront, en tout cas, s'il est ratifié, soumis à des règles communes. Voilà pour le traité intergouvernemental. Alors, le traité sur le mécanisme européen de stabilité, qui est, lui, un traité communautaire, apparaît comme un instrument utile. C'est vrai. À nos yeux, nous regrettons simplement qu'il ne soit pas suffisamment doté. Effectivement, doté de 500 milliards d'euros, nous avons, ce MES est destiné à prendre le relais du Fonds européen de stabilisation financière, mais nous faisons observer que le mécanisme durable, définitif, de stabilité n'entrera en vigueur qu'en juillet 2012, et que même si on en a avancé la mise en œuvre, que ferait-on si un État venait à faillir entre-temps ? Alors, quant à la capacité du mécanisme européen durable, nous pensons qu'elles sont insuffisantes pour faire face à ce que pourrait être un gros problème sur l'Italie et l'Espagne, et que par conséquent, il faudrait additionner les capacités du mécanisme durable, 500 milliards d'euros, avec celles du Fonds européen de stabilisation financière, 250 milliards d'euros. Ceci nous paraissant être un minimum, et que le mécanisme européen de stabilité soit doté d'une licence bancaire pour qu'il puisse se refinancer auprès de la Banque centrale européenne. Alors, la responsabilité des États en matière budgétaire, qui est la clé de la confiance, à nos yeux aussi, ne doit pas non plus se concevoir seulement sous un angle punitif, mais avec un but qui est celui de la croissance. Et là, nous avons là aussi de fortes réserves, puisque nous considérons que le juste équilibre entre stabilité et solidarité n'est pas assuré par ces textes. Bien sûr, la responsabilité des États en matière budgétaire est absolument indispensable,
mais elle doit être un moyen au service d'un but qui doit être la convergence des économies européennes. Et il est vrai que l'équation de la relance européenne ne peut pas se satisfaire de l'affirmation que le mécanisme de solidarité est là pour pourvoir à cet effort de solidarité de croissance, parce que la solidarité, d'abord, ne peut pas se résumer à la solidarité à l'égard des pays qui ont de grosses difficultés, et surtout parce que, bien sûr, il faut élaborer un nouveau policy mix européen qui combine des politiques monétaires et budgétaires favorables à la croissance et qui serait également soutenu par une harmonisation fiscale et sociale. J'ajoute que la relance de l'investissement, à travers la création d'une capacité d'emprunt pour l'Union européenne et d'un rôle accru de la Banque européenne d'investissement, nous paraît indispensable pour financer les grands projets européens. Et vous connaissez nos positions, nous les réaffirmons ici, sur la nécessité de renforcer le budget européen, notamment avec des ressources nouvelles, car à l'évidence, nous allons en avoir besoin pour affronter les défis de la solidarité et de la croissance. Alors, je rappelle le triptyque de Jacques Delors, la compétition qui stimule, la coopération qui renforce, la solidarité qui unit. Nous pensons qu'il y a des progrès à faire en ce sens avec ces textes. Voilà le sens de notre démarche, qui est présentée sous forme d'une proposition de résolution européenne et qui présente plusieurs pistes d'amélioration du gouvernement économique européen que nous appelons de nos vœux, en particulier en ce qui concerne les moyens de surmonter le déficit démocratique et le déficit de croissance qui, je le rappelle, si nous n'avons pas de croissance, non seulement nous aurons plus de chômage, bien entendu, et plus de précarité, mais en plus, il sera illusoire d'imaginer réduire les déficits et la dette. Nous n'y arriverons pas. Donc, la question de la croissance est évidemment absolument cruciale. Alors, qu'est-ce que nous proposons pour renforcer la légitimité démocratique de l'ensemble de ce système? D'abord, nous constatons bien sûr que ces procédures démocratiques ne sont pas garanties aujourd'hui et que c'est dommage parce que la crédibilité de l'édifice sera évidemment fragile s'il n'y a pas un socle de légitimité qui ne peut être construit qu'en associant et les parlements nationaux et le Parlement européen, mais en particulier nos parlements nationaux de manière régulière et pertinente. Je crois que nos parlements nationaux doivent affirmer leur place dans le nouveau contrat politique européen et obtenir d'être associés à chaque étape du processus décisionnel. Alors, c'est vrai que cette affirmation a été reprise, enfin réaffirmée avec force dans le traité de Lisbonne, et que le paquet législatif, le six-pack et les règlements de la Commission ont marqué l'accord des 27 gouvernements pour reconnaître, je les cite, que le renforcement de la gouvernance économique devra comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Donc c'est bien un objectif qui a été réaffirmé constamment et par le traité de Lisbonne et par les textes européens qui ont été votés par le Conseil d'ailleurs et par le Parlement. Donc nous considérons que la construction d'un véritable gouvernement économique européen ne peut pas se réduire à la tenue de sommets de chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, même si ces sommets, c'est heureux, sont plus fréquents. Il est indispensable qu'une coordination économique et budgétaire plus étroite entre les États membres s'accompagne d'une adaptation des méthodes de travail des parlements nationaux et en particulier de notre Assemblée nationale pour permettre un contrôle parlementaire plus poussé et que nous traduisions évidemment dans le règlement intérieur de notre Assemblée cette exigence de renforcement de contrôle. Alors, nous faisons des propositions plus précises après ces considérations générales. D'abord, que peuvent faire les parlements nationaux vis-à-vis du semestre européen? Là, nous pensons qu'il y a des progrès à faire, et que d'ailleurs, encore une fois, dans le six-pack, ça a été réaffirmé, la nécessité d'associer les parlements nationaux au semestre européen. Alors, la première étape du semestre européen, on le sait,
puisqu'on en a parlé ici, c'est la présentation par la Commission européenne d'un rapport appelé « Examen annuel de croissance ». Pour le semestre européen 2012, ce rapport avait été présenté fin novembre 2011. C'est évidemment un document d'une grande importance, puisqu'il va ensuite conditionner toute la poursuite de cette procédure. Bien sûr, ce n'est pas un acte législatif, hein, mais cependant, le Parlement européen, quand il a fait le bilan du premier semestre européen, qui a eu lieu l'année dernière, a exprimé le souhait que l'examen annuel de croissance soit adopté selon la procédure de codécision. Donc voilà l'exigence du Parlement européen. Je pense que nous ne devrions pas être en dessous de cette exigence et que donc nous préconisons dans cette ligne du Parlement européen que le Parlement français puisse examiner ce document dans le cadre de l'article 88.4 de la Constitution. Par ailleurs, nous savons que la Commission européenne va proposer des règlements qui européaniseront le second semestre de chaque année. Pour l'instant, ce second semestre est qualifié de semestre national. Là encore, il serait utile que le Parlement français, dès à présent, prenne acte de ces modifications et des conséquences sur la préparation des lois de finances nationales. Voilà pour le semestre européen ou les semestres européens. Maintenant, quel devrait être le rôle des parlements nationaux et d'une autre dans le projet de traité intergouvernemental, projet de traité pacte budgétaire, traité A25. Là encore, bien que ce traité ne réunisse que 25 États membres de l'Union européenne sur 27, il comporte une clause qui prévoit son intégration dans les traités existants. Je note que dans la négociation de cet accord, le Parlement français n'a pas été consulté, alors que le dispositif envisagé touche au cœur de son pouvoir, puisque c'est la discipline budgétaire, que seul le Parlement européen a pu participer aux négociations par la voix de 4 de ses membres, et que la révision de l'article 136 aussi s'est faite selon une procédure rapide. Alors, le choix de recourir à un accord intergouvernemental a fait que les parlements nationaux ont été écartés et que nos parlements vont être saisis de 3 projets de traité au seul stade de la ratification. Compte tenu de l'objet, nous estimons qu'il n'est pas possible d'accepter d'être simplement appelé à ratifier et qu'il est indispensable que nous soyons impliqués beaucoup plus en amont. Alors, nous avons aussi dans ce projet de traité une référence seulement très laconique au plein respect des prérogatives des parlements nationaux. Bon, c'est une sorte de lip service, hein, comme disent les Anglais, qui est placé à l'article 3. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour préserver les droits des parlements. En tout cas, ça ne va pas dans le sens d'un renforcement de leur rôle. Alors, il est vrai que les parlements nationaux sont également mentionnés dans l'article 13 de la version finale du projet de traité. Et l'article 13 dispose que le Parlement européen et les parlements nationaux organiseront ensemble une conférence pour discuter des politiques budgétaires. C'est très bien. Nous aimons beaucoup la COSAC et nous pensons que, évidemment, des conférences communes pourraient être utiles. Mais tout de même, cantonner les parlements nationaux et le Parlement européen à un dialogue mené entre eux, même s'il est indispensable, encore une fois, n'est pas pour nous satisfaisant, puisque nous n'avons pas de prise, évidemment, sur l'élaboration de la décision. Donc nous proposons que, pour que cette conférence ait une utilité réelle, elle se réunisse en amont de chaque étape importante de la coordination intergouvernementale des politiques économiques et budgétaires, et notamment avant chaque Conseil européen de printemps, où vont être prises les grandes orientations économiques. Et évidemment, des réunions fréquentes de la conférence appelleront un minimum de structure
d'organisation. Ce n'est pas la peine de créer une nouvelle institution, mais certainement de renforcer le rôle et l'organisation de la COSAC. Alors, nous prévoyons aussi des propositions pour la relance de la croissance économique, qui ne doit pas simplement être un objectif ultime et diffus, mais véritablement une ambition au cœur de la réponse européenne à la crise, car comme je le disais il y a un instant, si nous n'arrivons pas à relancer la croissance, il est même illusoire d'imaginer pouvoir diminuer la dette et les déficits. Alors, là, nous disons que l'élaboration d'un gouvernement économique européen ne peut pas se réduire à une stricte union budgétaire, même si nous considérons que les disciplines budgétaires sont évidemment indispensables pour respecter, bien entendu, les règles auxquelles nous avons souscrit d'ailleurs dans les traités, puis qui ont été renforcées depuis. Mais nous considérons que les mesures qui ont été prises jusqu'ici n'ont fait qu'additionner les plans d'austérité, qu'il n'y a pas eu de vraie volonté de mettre en place un policy mix européen qui soit favorable à la croissance et qui serait soutenu d'ailleurs par une harmonisation fiscale et sociale. Et donc, nous considérons bien sûr que la coordination économique et budgétaire doit être accrue, ça c'est absolument indispensable, mais qu'elle doit être mise au service de la croissance et que des marges de manœuvre existent, nationales, mais aussi européens. Alors, nous déplorons à cet égard que les propositions démarrent sur de mauvaises bases. C'est vrai que nous sommes assez critiques sur les propositions de départ de l'examen annuel de croissance de novembre 2011 produit par la Commission. D'abord parce que, bien sûr, nous considérons qu'il faut des réformes structurelles de l'action publique en faveur de la relance, mais qu'on ne peut pas réduire la relance de la croissance aux réformes structurelles, en particulier lorsque ces réformes reprennent les recettes de libéralisation, voire de dérégulation. Et nous considérons que les réformes structurelles nationales n'auront d'effet positif que si elles s'accompagnent de nouvelles politiques communes destinées à créer la croissance. Donc il faut non seulement une rationalisation des budgets des États membres et de l'Union pour permettre des économies d'échelle, mais il faut pouvoir financer de nouvelles coopérations, notamment industrielles, et particulièrement, on peut citer évidemment des domaines particulièrement clés, comme les énergies renouvelables ou l'économie numérique, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Alors, nous considérons que la Commission fait un bon diagnostic, mais que là, en l'occurrence, elle propose, par exemple, pour lutter contre le chômage, des outils dont nous craignons qu'ils ne fassent qu'aggraver la situation. Je les cite, réexamen des mécanismes de fixation des salaires. Bon, faut-il les baisser alors que le pouvoir d'achat est un gros problème, réformer la législation relative à la protection de l'emploi, réduire les rigidités excessives des contrats à durée indéterminée, réfléchir à l'instauration de droits d'inscription pour l'enseignement supérieur. Bon, tout ça, évidemment, mériterait au minimum un débat, et nous voulons le voir, évidemment, figurer dans le débat. Voilà. Et puis surtout, nous aurions voulu voir figurer dans la stratégie de la Commission européenne la définition d'une stratégie d'investissement ambitieuse et de développement industriel. Alors, oui, j'ai presque fini. Pour une utilisation optimale des ressources nationales et européennes au service de la croissance, nous estimons que ce qu'envisage la Commission est extrêmement limité, à travers la BEI notamment, et n'explore pas un certain nombre d'autres options qui auraient un effet de levier beaucoup plus important. Et nous indiquons ce qui, à nos yeux, serait souhaitable. 4 réformes majeures. D'abord, un mécanisme européen de stabilité qui puisse se refinancer auprès de la BCE, une banque centrale européenne qui joue pleinement son rôle en élargissant sa fonction de prêteur, une taxe sur les transactions financières introduite sans délai et une mutualisation partielle de la dette des États de l'Union et des investissements dans des secteurs d'avenir financés par des euro-obligations. Voilà. Alors j'ai bien conscience que tout ceci ne peut pas faire l'unanimité, mais nous avons tenu à raffirmer ça parce qu'il est très important. Et donc le texte de la résolution reprend nos propositions, notamment sur l'implication de nos parlements nationaux. On ne peut pas
faire des sauts aussi importants sans avoir de vrais débats. Et le lieu du débat, c'est notre Parlement. Nous en sommes privés et nous faisons des propositions à nos yeux constructives pour que nous puissions avoir de vrais débats au sein de notre Parlement s'agissant de questions qui touchent au cœur de ses prérogatives. Bien, merci beaucoup. C'est évidemment un texte qui est, disons, qui défend des positions qui sont les vôtres et sur lesquelles, comme vous le disiez, on ne fera pas l'unanimité. Moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que vraiment, je sais que c'est pas vous qui l'avez écrit en entier, ce texte, mais je trouve vexant à mon égard, oui, je trouve vexant à mon égard qu'on dise qu'on ne débat pas au Parlement national. On n'arrête pas de débattre, on n'a pas arrêté de débattre avant le traité, après le traité. On a eu des réunions de la Commission des affaires européennes, on a eu des débats préalables au Conseil européen, on va en avoir un autre. On a eu des débats avec la Commission des finances, on a eu l'audition du ministre tout à l'heure. Enfin bref, on sommes allés, on a... Et puis le débat avec les parlementaires européens, je voudrais dire que vraiment j'ai pris des initiatives qui n'existent dans aucun autre Parlement. Cette commission est ouverte aux parlementaires européens. Ils viennent. Et tout à l'heure, il y en avait un. J'ai organisé des réunions avec les parlementaires européens pendant leur session pendant leur semaine de circonscription, de façon à ce qu'il y ait un débat entre la Commission des affaires européennes et d'ailleurs du Sénat et les parlementaires européens. Et ils viennent en nombre. J'ai fait en sorte qu'il y ait une réunion en vidéoconférence avec la commission IMCO du Parlement européen. Bref, je crois vraiment, pour pouvoir regarder les autres systèmes, qu'on a fait des progrès fantastiques sur les débats avec les parlementaires européens. Et donc, là, je trouve... Et alors, sur la conférence inter, je vois que c'est le point 30, où on demande la création, l'institutionnalisation au sein d'une conférence interparlementaire commune de la double légitimité démocratique que représente le Parlement européen et les parlements nationaux aux fins de contrôle du processus de coordination budgétaire et économique. C'est exactement ce que j'ai obtenu. C'est exactement ce que j'ai obtenu avec le président Accoyer et avec le président du Bundestag Lamert. Nous nous sommes battus pour que soit introduite cette idée de conférence interparlementaire budgétaire qui regroupe effectivement les représentants des parlements nationaux et des représentants du Parlement européen. Et c'est nous, la France, à travers Philippe Etienne, on a discuté avec Philippe Etienne, avec bien sûr le SGAE, etc., qui avons obtenu l'inscription de cette conférence interparlementaire commune. Donc sur ces points qui me touchent le cœur, je tenais à répondre. Je passe la parole à Michel Herbillon. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre collègue a, à la fin de son propos, envisagé ce qui allait se passer en disant que ça ferait débat. Il faut juste tout de même rappeler dans quel contexte s'inscrit votre proposition. C'est une proposition du groupe socialiste dans lequel vous avez vous-même dit, et je crois qu'il faut rappeler le contexte, 1, je vous cite que le traité n'était pas indispensable. 2, il faut rappeler que le candidat que vous soutenez dans la période électorale qui est la nôtre a manifesté son intention de renégocier le traité. Donc voilà encore un élément supplémentaire du contexte dans lequel s'inscrit votre proposition. Que votre groupe et le candidat que vous soutenez ont clairement indiqué qu'ils ne voteraient pas la règle d'or. Alors, si vous voulez, on est partagé en vous écoutant entre un certain nombre de propositions qui, évidemment, vont dans le bon sens et que, bien évidemment, il y a un accord de notre part, et le président Lequillier vient de le rappeler, non seulement qu'il y avait un accord, mais qu'il avait pris l'initiative sur le fait que le Parlement, les parlements nationaux soient davantage associés à ce processus, et ça, on ne peut qu'être d'accord. Mais en même temps, on est aussi un peu confondu devant un certain nombre de tautologies sur lesquelles on est évidemment d'accord, mais qui ne font pas avancer le débat, puisque vous dites, je vous cite, qu'il est nécessaire de relancer la croissance, qu'il faut avoir plus de croissance, moins de chômage, moins de précarité, moins de déficit. Oui, évidemment, et comme disent les Américains, et quel est le so what ? Vous avez dit très clairement que le traité n'était pas indispensable, et donc on a le sentiment, si vous voulez,
qui est un mélange d'idées qui ne peuvent que faire consensus. Je le rappelais, une meilleure association des parlements nationaux et un renforcement de ce processus démocratique, et en même temps une sorte de texte fourre-tout dans lequel il y a un objet très vaste et un certain nombre de choses, soit qui existent déjà, soit qui posent question. Alors, je pourrais évidemment prendre beaucoup d'exemples. Je pourrais prendre l'exemple de votre volonté de transformer l'examen annuel de croissance en acte législatif européen. C'est très clairement ce que vous avez indiqué et écrit, avec demande que cet acte soit adopté selon le processus de codécision. Je crois qu'on peut quand même s'interroger sur la durée d'une telle procédure et sur le rôle que s'attribuerait ainsi le Parlement européen pour dicter un certain nombre de grandes orientations des politiques économiques et budgétaires nationales. Bien évidemment, il faut combler le déficit démocratique du gouvernement économique européen, mais je ne suis pas certain que c'est par cette voie que l'on doive procéder. Quant à l'argument selon lequel transformer ce rapport en acte législatif permettrait aux parlements nationaux de s'en saisir, je me demande s'il ne s'agit pas d'un élément superflu, puisque nous avons déjà la possibilité, en l'état actuel du droit, de nous saisir de tout document émanant des institutions communautaires. Sur ce que vous dites sur la COSAC au paragraphe 9, c'est extrêmement vague, c'est pas du tout explicité, on ne sait pas quel serait exactement le renforcement de ce rôle de la COSAC, sur quoi il porterait, et puis on peut s'interroger pour savoir si en pratique, réunir à la fois la COSAC et une nouvelle conférence interparlementaire plusieurs fois par an ne constituerait pas un dispositif trop lourd. Un autre exemple, Monsieur le Président, sur le paragraphe 12. Le paragraphe 12 de la résolution peut tout de même laisser perplexe. Quel rapport y a-t-il entre ce paragraphe et le reste de la résolution? En quoi la séparation des activités de dépôt et d'investissement des banques est-elle un élément de la relance économique ou du renforcement du contrôle démocratique? Bien entendu que cette question mérite d'être discutée. Elle relève davantage de la politique intérieure que de la politique européenne. Elle ne rentre pas dans le cadre de nos travaux d'aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi elle renforce le contrôle démocratique des parlements. C'est l'illustration de ce texte fourre-tout que j'explicitais, qui est une prise de position politique par rapport à la situation électorale que nous vivons et aux positions de votre candidat tel qu'il les a exprimées sur l'Europe. C'est pour cela, mais j'arrête là mon exposé, il y a d'autres raisons à cela. C'est pour la raison, Monsieur le Président, que, évidemment, mais notre collègue Elisabeth Guigou l'avait anticipé, le groupe UMP ne votera pas ce texte. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, très brièvement à tout ce qui a été dit, j'ajouterai de mon côté que je suis profondément choqué par l'esprit qui semble présider à la démarche dont nous sommes saisis. J'ai lu évidemment avec beaucoup d'attention l'ensemble du texte, mais je crois qu'il n'est même pas nécessaire d'aller jusqu'au dispositif de la résolution lui-même pour se rendre compte que ce texte n'est pas acceptable par des parlementaires comme nous qui ont été régulièrement élus au suffrage universel. Et j'ai buté sur une phrase de l'exposé des motifs que je voudrais vous relire. C'est la deuxième phrase du deuxième alinéa. Les dirigeants actuels n'ont plus la légitimité pour imposer cet indispensable changement de cap. Non plus la légitimité. Mais enfin, de quels dirigeants s'agit-il? S'il s'agit des dirigeants européens, parce qu'on peut se poser la question, comment pouvons-nous, nous, parlementaires français, nous arroger le droit de porter une appréciation sur la légitimité des dirigeants de nos partenaires européens? Et s'il s'agit des dirigeants français, c'est exactement la même chose. Ils ont été élus démocratiquement en application de la Constitution qui nous régit. Et par conséquent, le fait de dire les choses comme cela, à mon sens, disqualifie totalement l'initiative dont il s'agit. Par conséquent, sans aller plus loin, je crois qu'il n'est pas question pour nous de la voter. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement à mon tour rejoindre Michel Diefenbacher sur l'appréciation qu'il a portée sur cette phrase dans l'exposé des motifs. Je trouve ça proprement scandaleux. Vous voulez vous placer en défenseur des droits du Parlement et dans le même texte, vous nous dites que finalement, nous n'avons déjà plus la légitimité, considérant peut-être que
la messe est dite et que nous devons peut-être, par anticipation, céder la place. Je voudrais aussi dire que je crois que c'est la première fois, Monsieur le Président, qu'on a une proposition de résolution, je dirais, électorale, aussi électoraliste que celle-ci. Je trouve ça, je dirais, quelque part un peu choquant. Mais en même temps, elle illustre parfaitement, votre démarche illustre parfaitement la solitude des socialistes français. Et j'en veux pour preuve le vote des résolutions qui ont été, la résolution qui a été votée au Parlement européen sur les traités. Résolution où le groupe socialiste français s'est fait retoquer un amendement et a été le seul à s'abstenir de l'ensemble du Parlement européen. Les socialistes européens approuvent la démarche, n'approuvent peut-être pas la méthode intergouvernementale. Il y a certainement quelques critiques, mais l'ensemble des groupes politiques du Parlement européen ont adopté une résolution commune. Les seuls à s'abstenir étaient les socialistes français. Et donc, je crois que on a le sentiment que vous parlez d'un autre traité. Quand je regarde le point 18, où vous demandez que tout éventuel futur traité, je m'interroge si on parle réellement des mêmes traités. Vous évoquez des traités totalement différents de ceux qui sont sur la table de l'adoption et de la ratification par les parlements nationaux. Et donc, j'ai le sentiment que, quelque part, vous vous situez dans une autre Europe qui n'est pas celle qui est actuellement portée par l'ensemble des pays et l'ensemble des partis, qu'ils soient de droite ou de gauche, je dirais, au niveau européen. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il faut attendre pratiquement, je dirais, l'alinéa 36 pour que vous évoquiez, je dirais, la convergence budgétaire sous forme simplement d'une rationalisation des budgets. On a le sentiment que la convergence européenne vers un équilibre budgétaire est quelque chose qui vous fait peur, qui vous brûle les doigts. Vous n'osez même pas l'évoquer dans cette proposition de résolution. Bien évidemment, on ne peut pas rentrer dans votre jeu et nous ne tomberons pas dans ce piège. Bien. Madame Guigou, j'aurais aussi beaucoup de choses à dire, mais je veux abréger parce qu'il est tard. D'abord, moi je suis très heureuse que nous puissions avoir ce débat. Donc c'est pour ça que nous avons produit ce texte. Et parce que, Monsieur le Président, vos efforts personnels ne sont pas en cause. Nous savons tout ce que vous avez fait pour que notre commission, d'abord, puisse davantage se faire entendre, que c'est vrai que vous avez organisé des réunions, mais très franchement, alors que nous sommes devant un renforcement sans précédent de la coordination budgétaire européenne, et encore une fois, cette coordination est nécessaire. Nous désapprouvons la façon dont on l'a fait, mais pas le principe d'une coordination budgétaire et économique supplémentaire. À partir du moment où nous avons ce renforcement considérable, eh bien, nos parlements doivent avoir un rôle accru. Voilà. On ne peut pas se contenter des procédures, encore une fois que vous avez améliorées là-dessus très bien, mais qui étaient valables avec, je dirais, sous l'égide des traités actuels. Alors, non mais, Monsieur Bure, je vous ai écouté avec attention, donc je demande peut-être de faire la même chose, puisque on est, en principe, il y a une tradition de courtoisie dans cette commission que je pense nous devrions continuer à respecter. Donc, si vous voulez bien, j'ai entendu vos arguments, je vous demande d'écouter les miens. Alors, maintenant, sur l'association des parlements nationaux, vous avez évoqué la nécessité, en effet, de pouvoir l'augmenter. Parfait. Et vous avez évoqué la règle d'or. Les règles d'or, puisque vous avez abordé ce sujet, les règles d'or, elles existent déjà dans les traités. Et dans les traités,
le traité de Maastricht et les traités qui ont renforcé ces règles d'or. J'ajoute que non seulement les 3%, la règle des 60% existent déjà, mais de surcroît, nous avons voté une réforme constitutionnelle en 2008 qui fait référence à des lois de programmation pluriannuelles. Et donc, par conséquent, même avec le projet de traité actuel qui fait référence à une transposition en droit interne d'un dispositif de contrôle de préférence constitutionnelle et non pas obligatoirement constitutionnel, nous avons, avec les règles telles qu'elles existent, telles qu'elles ont été approuvées par des traités qui ont valeur juridique supérieure à la Constitution et telles que nous les avons votées dans la Constitution, un dispositif qui nous permet de satisfaire aux exigences qui ont été manifestées. Sur la croissance, vous dites « so what ?» Nous avons des propositions précises, je les ai énumérées tout à l'heure. Vous pouvez ne pas partager nos propositions, ça j'ai bien compris que vous étiez contre, mais sur la croissance, nous disons qu'il faudrait des dispositifs vraiment particuliers de soutien des investissements, notamment de financement d'investissements par des mécanismes d'emprunt. On peut utiliser comme levier la BEI, mais les mécanismes actuels proposés par la Commission ne nous paraissent pas suffisants. J'ajoute d'ailleurs que la Commission avait fait des propositions très intéressantes sur les euro-obligations. Alors, sur la codécision du Parlement européen, moi je crois que ce qui est très important, c'est que nos parlements puissent être véritablement partie prenante et en amont des décisions qui, encore une fois, sont très contraignantes, qui vont être prises. Alors, après, je vois, on est choqué. Bon, écoutez, franchement, l'aspect, il y a une affirmation d'une volonté, nous avons des divergences profondes, non pas sur la nécessité d'une coordination économique, mais qui ne peut pas se résumer à une coordination budgétaire. Il va falloir absolument, même si les règles budgétaires sont indispensables, et je viens de vous dire comment nous pourrions d'ailleurs tout à fait appliquer ce qui est préconisé si toutefois nous décidons de l'approuver, mais il faut évidemment des règles pour soutenir la croissance. Donc nous avons des propositions qui sont différentes des vôtres et je ne vois pas en quoi nos propositions différentes seraient plus électoralistes que les vôtres, Monsieur Bure. Par ailleurs, s'agissant de la prétendue solitude dans laquelle nous sommes, je vous fais remarquer que les résolutions du Parlement européen ont été votées par 521 députés, c'est-à-dire beaucoup, que j'en ai rappelé le texte tout à l'heure, et que nous sommes nombreux au sein de la Commission, d'ailleurs, j'ai relevé les propos de Mme Malmström, qui disait que vraiment, ce n'était pas possible de ne pas avoir des dispositions sur la croissance, les commissaires européennes. J'ai noté des propos de plusieurs dirigeants européens. On les trouve en Belgique, on les trouve M. Juncker, président de l'Eurogroupe, sur les eurobonds. On les trouve en Italie, M. Monti, qui préférerait que le mécanisme européen de stabilité atteigne 1 000 milliards et pas simplement 500 milliards. Non, mais bien sûr. Mais donc, ne parlez pas de solitude. Nous avons des alliés et je peux vous assurer que nous allons évidemment faire en sorte de pouvoir travailler avec eux. Voilà. Alors, je crois que nous avons des différences. Elles sont profondes. Elles sont majeures. Elles ne portent pas sur le principe, encore une fois, du respect des règles et de la nécessaire discipline budgétaire. Elles portent sur le fait qu'il est absolument indispensable de compléter ces règles par des mécanismes qui soutiennent la croissance, sinon on n'arrivera pas à réduire les déficits et la dette, et sur le caractère encore plus indispensable de la nécessité de renforcer le contrôle de nos parlements nationaux, en particulier sur un processus qui, évidemment, se situe au cœur de ses prérogatives et qui va considérablement renforcer les décisions européennes par rapport à nos décisions nationales. Voilà l'esprit dans lequel nous avons fait ces résolutions. Mais encore une fois, je ne suis pas étonnée, évidemment, du fond de vos réactions, même si une ou deux de celles-ci ont pu m'étonner par leur forme.
Bien, je vous propose de voter donc. Qui est-ce qui est pour la proposition de résolution? Vous levez le doigt. Qui est-ce qui est contre? Voilà, donc elle n'est pas adoptée.